Salut tout le monde, il y a pas mal de temps de ça, j'avais récupéré un PC de la période 2000-2001 et qui est resté totalement dans son jus depuis cette époque-là. Donc vraiment c'est un PC plutôt entrée de gamme du tout début des années 2000 et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire quelque chose. Le but ça va être de le restaurer, lui faire un bon nettoyage parce que vous le verrez, il y en a vraiment besoin, de faire une grosse upgrade parce que vraiment les composants qu'il y a dedans, et ben c'est pas terrible, et ensuite de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en fin de vidéo, je ferai aussi une revue de presse des composants que je vais mettre dedans, ça nous permettra de nous replonger dans l'époque. Avant ça, je vous présente la machine entièrement dans son jus, et on va dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Allez, j'ouvre la bête et on peut le voir clairement, ce PC ça fait des années qu'il n'a pas eu droit à un bon coup d'entretien. Il y a de la poussière de partout, c'est plutôt le bazar, vraiment ça donne pas trop envie d'y mettre les mains dedans. En plus il y a des trucs qui sont complètement stupides, tels que cette énorme étiquette qui obstrue l'évacuation de l'air chaud. Allez, pendant que je le démonte pour faire un bon nettoyage, on va parler un petit peu des composants qui se trouvent là-dedans. Pour ce qui est du processeur, on a un processeur AMD Duron qui est même pas cadencé à 1 GHz. Concernant la carte graphique, c'est pareil, hein, pour un PC du début des années 2000, c'est pas terrible, on est sur une ATI Rage 128 et au début des années 2000, honnêtement, on pouvait pas faire grand chose avec ce genre de machine. Pour ce qui est de la carte mère, c'est pas une des meilleures cartes mères de son époque, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose avec. Il s'agit d'une carte mère de ECS Elite Group, une cassette S5A en socket A d'AMD, ce qui nous permettra donc d'y mettre un Athlon XP, ce qui sera bien plus intéressant que les processeurs Duron avec lesquels on peut pas faire grand chose. Donc j'ai absolument tout démonté, la façade, les lecteurs CD, tous les composants qu'il y avait à l'intérieur, et regardez ça, c'est vraiment pas beau à voir, il y a énormément de poussière, ça fait pas propre. J'ai tout nettoyé hors caméra et regardez, c'est quand même bien plus sympa, la carcasse est propre, il n'y a plus une poussière, il y a quelques points de rouille mais c'est pas bien grave. J'ai mis une alimentation un petit peu plus sympa avec cette alimentation de Xilinx en 500 watts. Allez, on se retrouve en face caméra et on va parler un petit peu de ce que l'on va essayer de faire avec ce PC. Maintenant que le PC est tout propre, tout nettoyé, on va essayer d'en faire quelque chose. Je vais viser l'année 2001 voire début 2002 avec ce PC là, mais je pense que je vais pas garder grand chose finalement. Le processeur est vraiment pas terrible, la carte graphique elle est vraiment pas terrible non plus pour un PC de 2001-2002, donc on va la changer, et il y avait qu'une seule barrette de RAM qui était pas terrible sur le PC d'origine, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, je vais pas garder grand chose de la machine d'origine. Allez, on passe à une séquence de montage, vous verrez aussi le résultat du PC fini, et on se retrouve juste après pour en parler. Le montage est terminé, je vous montre le résultat en images. Vous l'avez vu, hein, ça n'a pas grand chose à voir avec les PC actuels, on est vraiment sur un PC bien rétro. En plus de ça, j'en ai pas encore parlé, mais on est vraiment sur une configuration solide de la fin 2001, début 2002. Je passe en voix off pour parler des composants que j'ai mis là-dedans. Pour ce PC, j'ai choisi de garder la carte mère, même s'il s'agit d'une carte mère plutôt entrée de gamme et qui n'est pas exceptionnelle, mais je la trouve intéressante pour un PC début 2000. Principalement parce qu'elle fait la liaison entre la SD-RAM et la DDR, étant donné qu'elle est compatible pour les deux types de mémoire. Et le but c'était d'upgrade ce PC, il fallait donc bien que je garde au moins un composant qu'on avait à l'origine dans ce PC là. Concernant le processeur, j'ai viré le Duron qui était vraiment pas terrible et j'y ai mis un Athlon XP 1800+. Alors c'est pas celui que vous voyez à l'image, hein. À l'image c'est un 2000+, mais j'ai changé après hors caméra. Bref, revenons au 1800. Il est cadencé à 1533 MHz, qui devrait donner un sérieux boost à cette machine. Pour ce qui est de la RAM, j'ai mis 2 Go de mémoire DDR Kingston, c'est totalement overkill pour cette génération de matériel là. Disons que le but c'est d'être tranquille au niveau de la mémoire quand je vais faire mes tests. Pour ce qui est du stockage, j'ai rajouté un disque dur de 40 Go Western Digital Caviar, en plus du Seagate 20 Go que l'on avait à l'origine. Parce que soyons honnêtes, 20 Go à l'époque c'est quand même
super limite. On passe maintenant à la carte graphique et à l'origine on avait une ATI Rage 128. Et soyons honnêtes, au début des années 2000 pour faire un PC un minimum intéressant, c'est vraiment pas adapté. Il s'agit d'une simple carte accélératrice 3D qui en plus de ça fait pas partie des meilleures de son époque. Donc clairement je ne l'ai pas gardé, mais par contre je me suis dit que ça serait intéressant de rendre hommage à ATI. Parce qu'en fin d'année 2001, ATI a sorti un modèle que je trouve très intéressant. Il s'agit de celui-ci, l'ATI Radeon 8500. En réalité je me suis un petit peu fait avoir sur eBay, ce n'est pas une 8500 mais une FireGel 8800 qui a exactement le même GPU que la 8500, c'est juste au niveau de la mémoire que ça change. En tout cas c'est une carte qui était plutôt intéressante, qui était là pour concurrencer les GeForce 3 Ti, ce qu'elle a réussi à faire d'ailleurs, mais pendant quelques mois seulement parce que les GeForce 4 Ti sont sortis en début 2002 et au mieux avec une ATI 8500 on a les performances d'une GeForce 4 Ti 4200, donc l'entrée de gamme des GeForce 4 Ti. En tout cas c'est une carte graphique qui est vraiment intéressante, qui est un petit peu tombée dans l'oubli comme la 7500 que j'ai déjà présentée sur la chaîne. Donc vraiment vous le voyez, c'est une très bonne config de cette fin d'année 2001 voire début 2002, parce qu'en fin 2001 l'Athlon XP 1800 Plus est tout simplement un excellent processeur. Il fait aussi bien que ses concurrents contemporains en Pentium 4, les Pentium 4 Willamette, et je parle des plus hauts de gamme qui étaient cadencés à 1,8 GHz ou encore 2 GHz. On verra en fin de vidéo dans la revue de presse, mais vraiment ils étaient très bons ces Athlon XP en gaming, et je pense que même en applicatif pourrait y avoir des surprises. Concernant la carte graphique, il s'agit de la réponse d'ATI au GeForce 3 Ti. Même si la Radeon 8500 est sortie quand même très en retard par rapport au GeForce 3 Ti, c'était bien les GeForce 3 Ti qui étaient visés par ATI à ce moment-là. Malheureusement, la Radeon 8500 à sa sortie a eu pas mal de problèmes de pilote, ce qui avait un petit peu entaché sa réputation, mais clairement c'était une solide concurrente au GeForce 3 Ti. En tout cas, il est venu le temps de tester cette machine, on passe donc en voix off pour les benchmarks. Alors désolé, mais pour enregistrer les benchmarks j'ai eu un problème avec ma carte d'acquisition, ça m'arrive souvent avec les vieilles machines, je sais pas trop pourquoi. Du coup ce sera tout simplement filmé à la caméra, à l'ancienne donc, mais ça vous permet de voir les performances de cette machine. On commence donc les benchmarks avec un passage sur 3D Mark 2003. Alors je vous annonce déjà que j'ai pas fait des tonnes de benchmarks, j'ai fait un passage sur 3D Mark et Half-Life 2, parce qu'en réalité je compte opposer cette carte graphique là avec ce PC là à une GeForce 4 Ti 4200, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais je vais faire deux passages à chaque fois étant donné que je vais overclocker le processeur pour voir si on a un gain qui est intéressant. Ce que vous voyez là c'est le passage avec les fréquences d'origine pour le processeur, à savoir 1533 MHz. Pour la première séquence de test qui est pas très gourmande, honnêtement on a de très bonnes performances, on monte parfois très haut en termes de framerate et on redescend parfois autour des 60 images par seconde. On a même parfois des drops assez importants et vous le voyez c'est tout simplement qu'on a le processeur qui tourne à 100%. Et donc vous comprenez je pense pourquoi j'ai voulu faire un deuxième passage avec un overclocking sur le processeur. Parce qu'en réalité, au début des années 2000, les processeurs, c'est vraiment un facteur qui est très limitant. Et que ce soit pour les Athlon XP ou même les Pentium 4, c'est pour ça que d'ailleurs, on a commencé à avoir beaucoup d'overclocking sur cette époque-là. Pour la deuxième séquence, on va rapidement passer dessus parce que là, c'est encore plus dur. On n'arrive même pas à avoir 10 images par seconde. Et je pense que, encore une fois, c'est à cause du processeur qui est tout simplement en permanence à 100%. Et on passe enfin à la dernière séquence et vous le voyez encore une fois c'est très difficile. C'est pas vraiment mieux que sur la séquence précédente, le framerate est tout simplement à la ramasse avec encore une fois un processeur je pense qui nous limite beaucoup. Je vous affiche maintenant le résultat, on peut voir qu'on a fait 1101 points, ce qui est pas foufou, de toute manière on l'a vu pendant les tests, c'était vraiment très difficile. On va maintenant passer à un jeu qui va être plutôt exigeant pour du matériel de cette époque là, on passe sur Half-Life 2. Comme d'habitude il s'agit d'une version d'époque de Half-Life 2, ce qui fait qu'on a certains paramètres graphiques qui sont pas les mêmes par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Étant donné qu'il n'y a pas de benchmark sur cette version du jeu, eh bien j'utilise cette scène là. Vous le voyez donc en image, c'est difficile, on a moins de 30 images par seconde, on a par moment des drops à 20 images par seconde, et je dirais qu'on a une moyenne qui est aussi entre 25 et 30 images par seconde sur cette séquence là. Bref, Half-Life 2, eh ben, c'est difficile avec ce PC là, en même temps il faut quand même pas oublier que c'est un jeu de 2004 et qu'on a avec un PC de fin 2001 voire début 2002. Bref, on va passer à un petit overclocking des
famille, et ça se voit qu'on est sur une carte plutôt entrée de gamme, le BIOS est vraiment pas permissif. On peut modifier uniquement le FSB, n'ayant pas vraiment le choix, on va le mettre sur 133 MHz, qui devrait donc nous donner un gain de 33%, au moins c'est facile à calculer. Le menu de 3D Mark 2003 me confirme que l'overclocking a bien été fait, et je suis juste en dessous des 2 GHz qui devrait nous donner un bon gap de performance. Je refais un passage sur 3D Mark 2003, et la différence n'est pas flagrante pour l'instant, on a le CPU qui est toujours à la ramasse, et au niveau du framerate, honnêtement, on voit pas une énorme différence. Pour information, à gauche, vous avez les informations avec overclocking, et à droite, sans overclocking. Je vais faire l'impasse sur les deux autres séquences, étant donné qu'on est plus sur une diapo, j'ai pas trop envie de vous réinfliger ça. On se retrouve donc avec un score de 1185 points, l'écart est vraiment pas énorme. Après, comme je le dis à chaque fois, on est sur un benchmark, et ça tire généralement bien plus sur la carte graphique. Je pense que c'est pour ça que l'overclocking du processeur nous a pas donné un énorme écart. Mais malgré tout, passer de 1101 à 1185, ça nous donne entre 7 et 8% de gain, ce qui est pas négligeable. On passe maintenant à Half-Life 2, et là je pense que ça va être plus intéressant. Bien entendu, j'ai gardé les mêmes paramètres, et on garde le passage avec overclocking à gauche et sans overclocking à droite. Et on peut dire que le gain de framerate se fait sensiblement ressentir, hein. Vraiment c'est beaucoup mieux. On est plutôt autour de 30 images par seconde de moyenne, on va dire entre 30 et 33 images par seconde, là on avait plutôt entre 25 et 30 tout à l'heure. Donc si je prends une moyenne de 26 images par seconde pour le passage précédent et cette fois-ci 31 images par seconde, ça nous donne un gain de performance qui se situe autour de 20%, et on peut dire que c'est vraiment pas mal. Vraiment ces benchmarks qui sont très durs pour ce PC, hein. En même temps, 3D Mark 2003 ainsi que Half-Life 2, c'est vraiment quelque chose d'exigeant pour des configurations de 2001. En tout cas, là où je suis assez content de ce PC, c'est pour l'overclocking. Je trouve que le potentiel d'overclocking pour ce processeur, il est vraiment surprenant. Sur toutes les conditions, jouent pas vraiment en ma faveur, étant donné que j'ai une carte mère qui est tout simplement pourrie pour l'overclocking, on peut vraiment pas faire grand chose. Les réglages sont très basiques, bref, on est sur une carte mère entrée de gamme. Le refroidissement aussi, j'en ai pas spécialement parlé, mais j'ai mis un refroidissement qui est plutôt basique de Thermaltake. On est sur un ventirad qui est à peu près aux mêmes dimensions du ventirad d'origine de ces processeurs là. C'est simplement qu'il est en cuivre, ce qui permet d'avoir un meilleur échange thermique et donc d'augmenter les performances de refroidissement. Mais ça reste un ventirad tout à fait basique en air cooling. Donc avec une carte mère qui est pas terrible, un refroidissement qui est très basique lui aussi, et sans toucher le V-Core, j'ai réussi à augmenter la fréquence tout de même de 30%, c'est énorme. Et ça nous donne un gain qui est très intéressant sur Half-Life 2, notamment de 20%, ce qui est là aussi énorme. Dites-vous que si je devais faire une analogie avec un processeur actuel, par exemple au pif le i7 13700K, qui a une fréquence max en boost à 5,4 GHz, pour avoir le même gain, ça voudrait dire qu'on aurait environ 7 GHz en fréquence boost. Le tout en utilisant un refroidissement air cooling tout à fait basique. Vous savez, les genres de ventirad qu'on trouve autour de 30 €. C'est vraiment quelque chose de tout à fait impossible de nos jours. Faire un gain en air cooling de 30% de nos jours, hein, ça n'existe plus. En tout cas, avant de conclure définitivement sur cette machine, on va faire une revue de presse du processeur et de la carte graphique. Ça nous permettra de nous replonger sur ce qui se disait concernant ces composants à l'époque. On va donc faire une rapide revue de presse pour se remettre dans le bain de l'époque avant de conclure. Comme d'habitude, je vais utiliser le site Hardware FR, c'est un des sites les plus anciens et qui a fait le plus de tests sur l'époque. On commence donc avec leur test de l'Athlon XP. On peut voir que dans leur test, ils ont testé plusieurs modèles et notamment le 1800+, qui était le plus haut de gamme à ce moment-là. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils les ont opposés au Pentium 4 2 GHz, mais aussi le 1,8 GHz. Et on peut voir que le 1800+ s'en sort vraiment très bien. Même en applicatif, on est meilleur que les Pentium 4. Donc vraiment, les Athlon XP de cette génération-là, ils étaient meilleurs que les Pentium 4, malgré des fréquences qui sont plus basses. Et maintenant, si on passe aux résultats qu'ils ont eu en jeu vidéo, le seul cas où les Pentium 4 font mieux, c'est sur Quake 3 Arena. Mais bon, c'est pas bien grave parce qu'ils arrivent quand même déjà à avoir 220 images par seconde. En revanche, pour les autres jeux, eh bien finalement, ça s'inverse totalement. On peut voir que le Athlon XP 1800+, il est largement devant. Par exemple ici, avec Unreal Tournament. Et sur Max Payne, c'est pareil. Malheureusement, ils n'ont pas testé plus de jeux que ça. Ce qui est amusant, c'est qu'en overclocking, ils ont réussi à avoir seulement 1704 MHz. Alors, je trouve ça assez étonnant, étant donné que moi, avec une carte mère toute pourrie, j'ai réussi à avoir pas loin de 2 GHz. J'ai eu précisément 1990 MHz. Et vraiment, très simplement, j'ai même pas eu besoin de toucher à la tension, alors qu'eux, ils sont allés assez haut. Je pense qu'ils ont dû avoir une vraie patate dans les mains, parce que, visiblement, ils n'ont pas pu en faire grand-chose. Visiblement, ils le disent, l'Athlon XP
XP est une réussite, ils en sont très contents. Ils estiment même que le P-rating, donc l'appellation pour le positionner dans la gamme, est même sous-coté. Ils disent que pour eux, le 1800+, ils auraient mieux fait de l'appeler XP 2000+. Et la raison est simple, c'est qu'AMD les avait appelés 1800+, tout simplement pour dire qu'ils étaient capables de faire aussi bien que les Pentium 4 cadencés à 1,8 GHz. Mais vu que dans leur test, il fait même mieux que les Pentium 4 cadencés à 2 GHz, en gros, ils expliquent qu'ils auraient mieux fait de l'appeler l'Athlon XP 2000+. Et ils concluent sur le fait que les Pentium 4 ont du plomb dans l'aile. En même temps, les Willamette, dès le début, ils avaient plutôt une mauvaise réputation. Et en gros, ils expliquent qu'il se pourrait que la deuxième génération de Pentium 4 Northwood pourrait changer à donne. Il s'avérera en réalité que pas vraiment finalement. On passe maintenant au test de la ATI Radeon 8500, toujours sur le site hardware.fr. Étant donné que les GeForce 4 n'étaient pas encore sortis, la 8500 se retrouve opposée au GeForce 3 Ti avec la 500 et la 200, ainsi que la GeForce 3 tout court. Dans leur configuration de test, ils utilisent un Athlon 1,4 GHz Thunderbird, et honnêtement, ça me pose quand même problème, parce que même avec un Athlon XP 1800+, qui est bien plus performant, on avait un bottleneck qui était très présent lors de mes tests. Donc vraiment, je pense que les cartes graphiques, que ce soit les GeForce ou même la 8500, ne pourront pas s'exprimer pleinement. On commence les tests avec Quake 3, et on peut voir que la 8500, elle s'en sort vraiment bien. Sur les deux définitions testées, on se retrouve à chaque fois entre la GeForce 3 Ti 200 et la GeForce 3 Ti 500, et on peut dire qu'il n'y a pas énormément d'écart, donc ça c'est vraiment pas mal. En revanche, sur d'autres jeux, par exemple MDK2, je sais pas trop de quoi il parle, je le connais pas, mais on peut voir que la GeForce 8500 est tout simplement à la ramasse. Alors là, ils ont fait un test sur Serious Sam avec uniquement la GeForce 3. On voit que la 8500 a du mal à suivre, mais par contre, pourquoi ils n'ont pas testé les GeForce 3 Ti dessus? Je comprends pas vraiment, surtout qu'on n'a aucune explication. Donc ça, c'était les jeux sous OpenGL. On va voir ce que ça donne sur Direct 3D. On peut voir que sur Giants, alors pareil, je connais pas ce jeu-là, et bien la 8500 est quand même plutôt à la ramasse. Alors sur un vieux jeu de course, celui-là je me rappelais même plus, mais maintenant qu'ils en parlent, ça me revient. On peut voir que là aussi, elle est plutôt à la ramasse. En revanche, sur Max Payne, ça va mieux. On a exactement les mêmes performances que la GeForce 3 Ti 200. Ce qui est intéressant, c'est que le testeur, il a des sérieux doutes sur les pilotes de la 8500, et ça peut se comprendre étant donné qu'il y a certains jeux où vraiment elle est tout simplement à la ramasse. Ils ont fait un passage ensuite sur 3D Mark 2001 en l'opposant uniquement à la GeForce 3. On a donc la 8500 qui est à gauche et la GeForce 3 à droite. On peut voir que au niveau des résultats, on a généralement la 8500 qui est quand même pas mal au-dessus, mais par contre, je comprends pas pourquoi ils ont testé encore une fois que contre la GeForce 3. Ils auraient dû opposer au GeForce 3 Ti. Et en conclusion, on peut voir qu'on a une conclusion qui est plutôt mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que la carte graphique fait ce qu'on lui demande. En revanche, vraiment, les performances sont plutôt instables et ils ont tendance à pointer du doigt les pilotes qui a priori causent problème. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils expliquent que le prix de la 8500 est inférieur aux cartes d'NVIDIA. Et donc, malgré tout, ça reste un argument plutôt pas mal. Par contre, visiblement, d'après la boîte qu'ils ont mis, eux, la version de la 8500 qu'ils ont testée, c'est une 64 mégas. En début de vidéo, je vous disais que la mienne n'était pas exactement une Radeon 8500. En réalité, c'est sa version Pro, à savoir une FireGL 8800. La différence, je l'avais dit en début de vidéo, ça se situe plutôt au niveau de la mémoire. Le modèle que je possède, il embarque lui 128 mégas de DDR. Ce qui fait que je pense que mon modèle doit être légèrement plus performant que le modèle qu'ils ont testé eux. Malheureusement, j'ai pas vraiment moyen de le tester. Maintenant, il vient le temps de conclure, et qu'est-ce que je peux dire sur cette machine? Je commencerai en disant que c'est vraiment sympa de donner une deuxième vie à ce genre de vieux PC. Je suis parti d'un PC qui était vraiment pas entretenu, il y avait beaucoup de poussière, il était plutôt en mauvais état. En plus de ça, on était sur une base de composants qui était vraiment pas folle. Un POF Duron, une ATI Reg 128 pour un PC de début 2000, c'est vraiment pas terrible. Mais à partir de la carte mère, j'ai malgré tout pu faire une machine qui est vraiment intéressante de cette période-là. On est malgré tout sur un PC vraiment solide de la période 2001-2002 et on l'a vu notamment dans la revue de presse. L'Athlon XP 1800+ était tout simplement le meilleur de son époque. Et concernant la carte graphique, au final, même si c'est pas la meilleure de son époque, pour ce processeur-là, on a finalement pas besoin de plus. On l'a vu dans mes tests, j'en ai pas fait beaucoup, mais on est clairement bottleneck par le processeur. En tout cas, ce PC, je le trouve vraiment sympa, il a une gueule délicieusement rétro et je compte bien m'amuser avec. En réalité, j'ai déjà pas mal fait. Hors caméra, je me suis surpris à passer du temps, notamment en jouant à
Red Faction, qui est tout simplement mon jeu préféré de l'année 2001. En plus de ça, ça m'a permis de vous parler de l'ATI Radeon 8500, qui a plutôt tendance à être oublié. Parce que de nos jours, quand on parle des cartes graphiques de cette époque-là, la plupart des gens vont vous dire « Ah oui, je me rappelle des GeForce 3 Ti, elles étaient trop bien » ou encore les GeForce 4. Surtout que les GeForce 4 Ti, finalement, elles ont tenu que quelques mois parce que ATI avait répliqué avec les excellentes Radeon 9000 qui ont tout simplement mis une énorme claque à Nvidia. Bref, les Radeon 8500, malgré tout, c'était des cartes qui étaient plutôt intéressantes et qui sont malheureusement tombées un petit peu dans l'oubli. Et d'ailleurs, la Radeon 8500, on va sûrement la voir prochainement. Je compte bien faire un duel avec une GeForce 4 Ti 4200. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez envie de m'aider pour le référencement de cette vidéo-là, on va mettre le hashtag Radeon 8500 en commentaire. On va essayer de redonner un petit peu de visibilité à cette carte graphique qui est injustement tombée dans l'oubli. Et pour les collectionneurs de composants rétro, d'ailleurs, c'est le moment d'investir dans ces cartes-là parce qu'elles cotent pas énormément à côté des GeForce 3 Ti. Pourtant, elles sont contemporaines à ces cartes-là et elles ont des performances à peu près similaires. Donc, si vous avez envie de vous refaire un PC de 2001 comme je viens de le faire, eh bien, c'est peut-être une bonne option. Ça vous permettra d'avoir un PC cohérent, performant, sans trop vous ruiner. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez le lien Linktree, vous y trouverez les réseaux sociaux, le Discord et la boîte mail. Allez, on arrive à la fin, on se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.